Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est un nouveau record qui vient d'être enregistré en matière de contrôle des opérations de concentration. L'année 2023 a connu le traitement de 200 opérations de concentration par le Conseil de la concurrence, et ce malgré le relèvement du seuil de notification des concentrations économiques. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahou, qui intervenait dans le cadre de la réunion annuelle avec les médias. Celui-ci a ajouté que le Conseil demeure engagé à faire prévaloir la solution à l'amiable dans les dossiers liés à la concurrence au lieu de recourir à d'autres procédures. Le Conseil tient compte de l'importance de protéger les droits des citoyens tout en veillant à ne pas nuire aux entreprises. Le Conseil de la concurrence qui continue à démontrer son engagement à assurer un marché concurrentiel et équitable dans le secteur des hydrocarbures au Maroc. Quel bilan de l'action du Conseil en 2023? Quels enjeux liés à l'évolution du droit de la concurrence? On en parle ce soir et avec nous pour en parler, Monsieur Ahmed Aboulaziz. Vous êtes secrétaire général du Conseil de la concurrence. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également Monsieur Mohamed Jadri, vous êtes économiste. C'est un plaisir de vous avoir avec nous à nouveau. Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors je commence avec vous, Monsieur Aboulaziz. Quel est le rôle du Conseil de la concurrence et quelles sont ses prérogatives? Le Conseil de la concurrence est une institution juridiquement qualifiée d'institution constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est consacrée au niveau de la Constitution. Ça lui donne un statut d'institution indépendante. Selon les termes de la Constitution au niveau de l'article 66, il est chargé de réguler la concurrence au niveau des marchés, c'est-à-dire de veiller au respect des règles de la concurrence libre et loyale, et à travers une action qu'il va mener d'abord au niveau de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, en essayant de les détecter et de les sanctionner lorsqu'elles sont avérées, à travers un contrôle a priori des concentrations économiques. Les concentrations économiques, ce sont toutes les formes légales de rapprochement entre les entreprises, mais qui peuvent avoir un impact néfaste sur la concurrence au niveau des marchés. Là, le Conseil de la concurrence exerce un contrôle a priori et va vérifier leur impact sur la concurrence. Si elles sont positives, elles sont autorisées. C'est le cas de la majeure partie de ces opérations. Si elles peuvent, qu'elles sont de nature à induire des distorsions de la concurrence, là, il va exercer un pouvoir décisionnel qui lui permettra soit d'imposer des engagements, soit carrément d'interdire ces concentrations économiques. Et on va en parler tout à l'heure justement de cela. Monsieur Jadri, quels sont les principaux chantiers du Conseil selon vous? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord rappeler aux citoyens le contexte dans lequel on vit actuellement. Il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, nous avons une vision qui s'appelle la vision de 2035, dans laquelle on aimerait bien doubler notre PIB de 130 milliards de dollars à 260 milliards de dollars d'ici 2035, et essentiellement à travers l'investissement privé. Parce qu'aujourd'hui, on a un investissement public qui est colossal, mais qui n'arrive pas à atteindre nos objectifs, surtout pour la création de la richesse et pour la création des postes d'emploi. On aimerait bien doubler et bien inverser la donne à travers un investissement privé. Et lorsqu'on parle d'un investissement privé, on parle des entreprises, quelle que soit leur taille, petite taille, moyenne taille ou grande taille, et surtout aussi des investisseurs étrangers qui vont venir au Maroc pour investir leur capital financier. Mais on ne peut pas avoir de l'attractivité s'il n'y a pas un climat des affaires, s'il n'y a pas une concurrence dans le marché entre toutes les parties prenantes. C'est pour cela que le Conseil de concurrence, aujourd'hui, fait un effort colossal en matière de lutter contre les fraudes, les pratiques anticoncurrentielles par rapport aux concentrations. Moi, je pense qu'il y a au moins 3 éléments essentiels qu'on devrait avoir en 2024 dans les mois à venir. Premièrement, on a vu que le Conseil a fait une amende transactionnelle avec les pétroliers, mais
avec une condition de veiller sur une période de 3 ans avec les statistiques des pétroliers. Donc aujourd'hui, on attend nos premiers rapports parce que chaque trimestre, le Conseil de la concurrence il va publier un rapport pour voir est-ce que ces sociétés ils ont pris en considération les recommandations dans la transaction ou pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément aussi, toujours en lien avec les hydrocarbures, on a vu dans le rapport, dans l'avis du Conseil de la concurrence, qu'il a parlé que le gouvernement devrait établir une étude économique et technique pour les questions de raffinage. Et aujourd'hui, dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut faire ça d'une manière urgente. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de scénario par rapport à la question du raffinage. Moi, je pense que aussi le Conseil devrait appeler ou bien rappeler le gouvernement sur cette étude-là. Est-ce qu'elle est déjà faite? Est-ce qu'ils vont l'entamer? Dans le cas contraire, il faut la faire au Et justement, le secrétaire général du Conseil est là. Troisième élément principal, après on laisse la parole. On va le laisser rebondir sur vos propos. Allez-y. Mais bien sûr, c'est toujours en lien avec les avis, parce que le Conseil il fait un travail extraordinaire par rapport, moi je parle par rapport aux livres scolaires, par rapport aux médicaments, par rapport aux soins dans les cliniques privées, par rapport aux huiles, pas mal de choses et de matières qu'on consomme et des services qu'on consomme par les citoyens. Mais aujourd'hui, ces avis-là, il y a pas mal de recommandations. Mais parmi les prérogatives du Conseil, qu'il devrait revenir encore une fois au gouvernement pour demander l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces recommandations sur le terrain, parce qu'en fin de compte, ce qu'on aimerait bien, on aimerait bien avoir un pouvoir d'achat des Marocains et aussi que les Marocains ils ont accès à pas mal de matières et de services en libre concurrence. Très bien, Monsieur Aboulaziz. Je vous laisse rebondir sur les propos. D'accord. Alors, sur le rapport concernant les hydrocarbures, vous avez bien fait de le rappeler. Le Conseil avait décidé d'infliger une amende transactionnelle aux 9 opérateurs concernés par cette pratique-là, ainsi que leur organisation professionnelle. Et la partie la plus importante de cette décision concernait en fait des engagements. Ce sont des engagements qui sont pris et qui sont obligatoires, rendus obligatoires par le Conseil de la concurrence, en vertu desquels les opérateurs concernés s'engagent pendant une période de 3 ans à se faire suivre et à se faire monitorer, si j'ose dire, par le Conseil de la concurrence. De quelle manière ? En fait, le Conseil de la concurrence va pouvoir obligatoirement recueillir des données chiffrées et vérifiées sur les achats de ces entreprises-là, les achats effectués, sur leur niveau de stock, sur aussi les transactions qu'ils ont passées. Et ça va permettre au Conseil de la concurrence de suivre les prix et de vérifier la corrélation entre les prix à l'international et les prix de vente au public de ces produits-là. Nous parlons du gasoil et de l'essence essentiellement. Et puis les marges également. Exactement, et de vérifier les marges. Donc, pendant une durée de 3 ans, le Conseil va recueillir ces données d'une manière mensuelle et à un rythme trimestriel, va publier un rapport sur ça pour éclairer l'opinion publique et vérifier si les prix sont le fruit d'une politique qui est appliquée par chaque entreprise compte tenu de ses coûts et des données économiques et de sa situation, ou s'il y a autre chose qui explique cette fixation des prix. Si les choses se présentent comme étant reliées à des données objectives, nous le dirons dans notre rapport et on va publier ce rapport à un rythme trimestriel. Le premier rapport est dans ces dernières étapes. Il est fin prêt, donc nous allons le publier incessamment dans quelques semaines. Et pour la première fois, on aura des données précises sur ces questions-là. Alors, deuxième chose, toujours sur les hydrocarbures, si Jedri a bien fait de rappeler le contenu de notre premier avis, en fait. C'est l'avis qui a été publié en 2022. C'était un avis là, ce n'était pas une décision contentieuse, dans laquelle le Conseil avait fait des recommandations au gouvernement, justement pour améliorer, en parallèle au dossier contentieux. Donc, il avait émis cet avis pour améliorer le fonctionnement du secteur. Parce que la concurrence, elle est affectée non seulement par les comportements des opérateurs, mais aussi par les textes qui régissent ce secteur. Et nous avions remarqué dans ce rapport-là que les textes qui continuent à régir ce secteur-là ont besoin d'être mis à jour, d'être actualisés, en fait, pour lever tous les critères prohibitifs et lever les barrières qui empêchent la concurrence de s'améliorer dans ce secteur-là.
Deuxième chose sur la question du raffinage, c'est une des recommandations aussi émises par le Conseil. Nous avions à l'époque posé la question sur il fallait étudier d'une manière sérieuse et profonde l'opportunité du raffinage. On a dit on n'est ni pour ni contre, on dit qu'il faut étudier cette question, non seulement peut-être dans une perspective de raffinage uniquement pour notre pays, mais aussi pour d'autres pays, pour l'Afrique de l'Ouest aussi. Mais c'est des choses qu'il faut étudier et analyser afin d'avoir une stratégie claire dans ce domaine, surtout avec le contexte que nous vivons aujourd'hui de flambée des prix à l'international. Donc ça fait partie des projets aujourd'hui actuellement en cours en tout cas. Sur cette question particulière, nous avions adressé une demande, une requête au gouvernement dans laquelle nous avions demandé de nous, en vertu de la loi, c'est une prérogative que la loi donne au Conseil de la concurrence, de nous éclairer sur les démarches qui ont été suivies dans ce domaine, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui reste à faire. Et nous attendons toujours la réponse sur cette question-là. Très bien, j'aimerais vous reprendre sur la réglementation dont vous avez parlé, donc, en tout cas en ce qui concerne cette réforme qui doit se faire. Et j'aimerais donc vous demander à vous, quelle est l'importance de cette réglementation, Monsieur Jedri? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Non, mais bien sûr, la réglementation sur le marché est très importante parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde dont n'importe quelle entreprise devrait faire ce qu'il souhaite. Aujourd'hui, il y a pas mal de pratiques concurrentielles qu'on a vécues dans le passé, mais c'est à travers une institution constitutionnelle comme le Conseil de la concurrence qu'on devrait travailler sur pas mal d'éléments. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit qu'il y a une fusion ou bien il y a une concentration, on demande l'avis au préalable au Conseil de la concurrence pour voir est-ce que cette fusion va impacter le marché ou pas. Donc il y a pas mal d'éléments sur ces éléments-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail fait par le Conseil de la concurrence, il est là pour dresser un diagnostic, pour dresser un bilan et surtout pour avoir des recommandations pour le gouvernement. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle des huiles de table, par exemple, aujourd'hui, on a un problème de production. Donc, la flambée des prix, c'est parce que dans le passé, on était à 8%. Ça, c'est une conclusion qui a été faite par le Conseil, on était justement. à 8%, on est revenu à 2% de la production. Donc, c'est une chose qui est anormale. Normalement, on devrait avancer, non pas reculer en arrière. La même chose pour le livre scolaire. Aujourd'hui, on voit que s'il y a des augmentations des prix, etc., parce qu'il y a pas mal de pratiques anticoncurrentielles dans le marché du livre. Et le rapport et l'avis du Conseil, il a cité pas mal d'éléments dans lesquels il faut avoir pas mal d'éléments. Mais moi, je pense que aujourd'hui, nous avons pas mal d'institutions constitutionnelles qui font un travail colossal, tel que le Conseil de la concurrence, le Conseil économique et social et environnemental, et aussi la Cour des comptes. Mais en parallèle, la vitesse des institutions constitutionnelles n'est pas la même dans l'exécutif. Parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur pas mal de dossiers, il y a un retard. Le plus flagrant, par exemple, par rapport à la réglementation des hydrocarbures ici au Maroc, parce que jusqu'à aujourd'hui, la loi qui régit la distribution et la production, ça date des années 70, alors qu'on a libéré le marché. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réglementation, mais on a toujours des textes qui reviennent aux années 70. Donc aujourd'hui, il faut avoir de nouveaux décrets, de nouvelles voies pour qu'en fin de compte, c'est le citoyen qui va en bénéficier. Il faut donc coordonner les actions entre les différentes institutions. En tout cas, Monsieur Aboul Aziz, on parle de 200 opérations cette année, donc un record, 200 opérations de concentration. Si on devait faire le bilan de l'année 2023, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'année 2023 a été une année, disons-le, très très positive et très satisfaisante sur le plan de l'exercice des attributions du Conseil de la concurrence. Prenons le volet des concentrations dont vous venez de parler. Le Conseil a traité en 2023 200 opérations. L'année d'avant, c'était 140 opérations. Et l'année d'avant, on avait traité à peu près 80 opérations. Donc l'évolution, elle est notoire et elle est là, on la voit. Quand on dit contrôle des concentrations, j'aimerais, si vous le permettez, apporter quelques éclaircissements par rapport à cette attribution ô combien importante pour le marché et pour la concurrence dans les marchés. En fait, il ne s'agit pas d'empêcher les entreprises d'organiser ou de réaliser des opérations de concentration économique. Ça fait partie de la liberté d'entreprendre. Nos marchés sont ouverts, on est un pays de libre marché. Mais il y a certaines opérations qui, par leur nature, peuvent affecter négativement la concurrence, notamment lorsqu'elles tendent non pas à réaliser des gains d'efficience économique, mais plutôt à contourner la loi
pour constituer des monopoles artificiels ou des positions dominantes qui peuvent in fine aboutir aussi à des abus. Donc là, le Conseil de la concurrence n'est pas là pour interdire ces opérations, mais juste pour les vérifier, pour les étudier, les analyser et évaluer leur impact sur le marché. Si elles n'ont pas d'impact sur le marché concerné, quand on parle de marché, c'est chaque fusion va se produire dans un marché déterminé. On va vérifier, c'est un travail très technique, on va définir le marché pertinent, voir le rapprochement entre les deux opérateurs, comment il va se faire, quels sont ses objectifs et quel est l'impact immédiat ou futur. On fait aussi de l'analyse prospective, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une addition de parts de marché, est-ce qu'il y a un effet congloméral horizontal ou une intégration verticale qui peut in fine aboutir à l'éviction de concurrents ou à installer des barrières à l'entrée. Là, le Conseil, qu'est-ce qu'il fait ? S'il trouve ce genre d'indice, il va imposer des engagements à ces entreprises qui peuvent être de nature structurelle. Et durant cette année, la majeure partie a été autorisée sans condition, mais il y a eu certaines opérations qui ont été obligées de se soumettre, de présenter des engagements, soit de vendre une activité, soit de vendre une structure, pour éviter justement la constitution de ce genre de monopole. Donc, sur cette question-là, le Conseil a réalisé véritablement un record cette année. Deuxième chose, toujours sur le niveau des concentrations économiques, le Conseil a statué sur les cas de non-notification des opérations de concentration. Parce qu'il y a une obligation de notification lorsqu'on dépasse un certain seuil. Là aussi, le Conseil, sur ces opérations-là, il a prononcé des sanctions, puisque la loi prévoit des sanctions en cas de défaut de notification de ces concentrations-là. Et en cas de non-respect de ces sanctions, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas ne pas respecter les sanctions, puisqu'en vertu de la loi, elles sont exécutables immédiatement. La loi prévoit que la sanction, une fois prononcée, elle est exécutée immédiatement par l'entreprise ou les entreprises concernées. Maintenant, si elles ne sont pas satisfaites de la décision du Conseil, elles peuvent interjeter appel devant la Cour d'appel de Rabat. Ceci dit, cet appel n'est pas suspensif de la sanction, sauf si les entreprises démontrent que le paiement peut affecter leur situation, peut par exemple aboutir à la fermeture de l'entreprise. Mais encore, faut-il le prouver. Puisqu'on est en train de parler des sanctions, comment on évalue les montants, en tout cas, à appliquer quand il s'agit donc de sanctions, justement. Très bien. Alors, lorsqu'une autorité de la concurrence, d'une manière générale, il faut le rappeler, est amenée à prononcer des sanctions, elle ne fait pas ça de manière discrétionnaire. C'est un domaine qui est bien encadré par la loi, ici au Maroc, comme il l'est ailleurs. D'ailleurs, les seuils qui sont adoptés au niveau du Maroc sont exactement les mêmes qui sont adoptés dans 99% des pays de par le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Généralement, c'est le seuil maximum de 10% du chiffre d'affaires. Là, je parle des pratiques anticoncurrentielles. Les concentrations, c'est un autre seuil. Donc, pour les pratiques anticoncurrentielles, c'est une sanction qui peut atteindre un maximum de 10% du chiffre d'affaires annuel d'une année. Pas de l'ensemble des années sur lesquelles les pratiques ont été constantes. Voilà, c'est pour ça que je fais de le préciser, parce que c'est une année et c'est partout comme ça. Autrement, les sanctions aboutiraient à la fermeture de ces entreprises et ce n'est pas le but in fine. Le but, c'est qu'il faut des sanctions qui soient suffisamment dissuasives sans pour autant aboutir à la fermeture ou à la cessation de ces activités. Maintenant, par rapport à votre question sur les critères sur lesquels on s'appuie pour définir ces sanctions, il y a une grille qui est définie au niveau de l'article 39 de la loi 104/12 qui nous dit la chose suivante. Il dresse une liste. Lorsqu'on veut définir une sanction, on prend la gravité des faits, il y a une évaluation de la gravité des faits, leur durée dans le temps, leur impact sur l'économie, leur impact sur le consommateur, et ce sont ces critères-là, parmi d'autres, qui vont servir au collège du Conseil pour définir si on va plutôt se rapprocher des 10% ou si plutôt on va baisser et être indulgent, parce que parfois les pratiques anticoncurrentielles sont commises par méconnaissance des règles. On ne va pas sanctionner une entreprise structurée connaissant parfaitement le droit de la concurrence, comme une PME peut-être qui n'a pas une connaissance suffisante de ce droit-là ou qui peut-être a commis des faits qui ne sont pas assez graves. Donc il y a une évaluation qui est faite de chaque cas pour définir les sanctions. Justement, comment le Conseil détermine-t-il si une entente est bien anticoncurrentielle? Parce que c'est des accords souvent tacites. Comment on sait
qu'il y a entente? Comment on fait pour déterminer? Alors, pour traiter ce genre de dossier aussi, il y a une procédure qui est bien cadrée. Le dossier est ouvert d'abord soit par une saisine qui est adressée au Conseil de la concurrence, par les personnes et les entités qui sont habilitées à le faire. Ça peut être une entreprise, ça peut être une association professionnelle ou ça peut être une des institutions prévues dans la loi. Donc, par le biais d'une saisine. Deuxième voie, c'est l'autosaisine du Conseil. Donc, c'est le Conseil qui va s'autosaisir d'une affaire sans attendre qu'une demande lui parvienne de l'extérieur. Il va faire cette autosaisine sur la base du monitoring, de l'observation qu'il fait du marché, des informations qui circulent ou des indices qu'il va observer. Donc, il va faire cette autosaisine. Une fois cela est fait, il y a une enquête qui est ouverte par les services d'instruction et qui vont procéder, au même titre qu'un juge d'instruction, aux investigations nécessaires pour établir, à travers un faisceau d'indices, c'est ce qui est suivi partout dans le monde, qui va permettre de conclure qu'inévitablement la pratique constitue une pratique anticoncurrentielle. Si vous avez des prix qui montent et qui baissent en même temps, des parts de marché qui sont identiques, un partage géographique des marchés, pas d'entrée de nouveaux concurrents sur le marché, là ce sont des indices qui ne peuvent aboutir qu'à l'existence d'une entente anticoncurrentielle. Un des éléments exactement, c'est l'échange d'informations sensibles qui est interdit par la loi lorsqu'on a des échanges d'informations sensibles entre les entreprises. Tout cela, ce sont des éléments et des indices qui permettent de prouver qu'il y a bel et bien une entente. Et après ce travail d'investigation, un rapport est établi et il est présenté aux membres du collège du Conseil qui vont là écouter aussi bien les services d'instruction que les entreprises dans le cadre du respect du droit des parties et qui vont faire leurs décisions à la lumière de leurs propres convictions. Très bien, donc une décision qui est prise de manière en tout cas neutre et objective. Monsieur Gedri, les actions au niveau du Conseil qui sont mises en place aujourd'hui, comment impactent-elles l'économie marocaine et le marché ? Bien évidemment, moi je pense que le rôle du Conseil de la concurrence est un rôle essentiel dans l'amélioration du climat des affaires parce qu'on ne peut pas parler avec un investisseur étranger ou bien avec un investisseur marocain pour lui dire que tu viens ici au Maroc, tu vas investir ton capital financier et sur place il n'y a pas de concurrence, il y a des pratiques anticoncurrentielles, il y a aussi des fraudes commerciales, il y a pas mal d'éléments. Donc le travail du Conseil de concurrence, c'est un travail qui est essentiel. Moi, j'en prends par exemple l'exemple des experts comptables, qu'on a vu qu'ils pratiquent un minimum d'heures de forfait pour rémunérer les heures de travail des experts comptables. On a vu qu'il y a une pratique anormale et le Conseil, il a saisi l'affaire et il a fait une amende par rapport au Conseil des experts à la hauteur de 3 millions de dirhams. La même chose pour les hydrocarbures, la même chose pour plein de dossiers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes avec une deuxième vitesse du Conseil de concurrence. Pourquoi ? Parce que dans le passé, on avait un Conseil de la concurrence, mais qui reste, on peut dire, théorique. Voilà, il fait des avis, mais à un moment donné, il y avait un vide juridique, il n'y avait pas les membres, il y avait pas mal d'éléments. Par la suite, aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième vitesse dans laquelle il y a, parce que c'est ce qui est salué dans le travail du Conseil de concurrence, surtout pour la question des hydrocarbures, et moi je dis en toute objectivité, c'est que la loi, ou bien le décret a été mis en œuvre en avril-mai. En juillet, on a commencé à travailler sur le dossier, et avant la fin d'année, déjà il y a la transaction. Alors que moi, j'y suivais un petit peu le dossier de très près, on a parlé que le Conseil ne va pas y aller au-delà de ça, il va jamais faire une amende transaction avec les opérateurs, alors que c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'avis, parce que lorsqu'on voit sur le site, ou bien sur le travail, sur le bilan du Conseil de la concurrence, il y a pas mal d'avis, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire une troisième vitesse. Une troisième vitesse, c'est d'avoir les recommandations qu'on a travaillées dans les anciennes années, parce qu'il y a pas mal de dossiers. Et justement, par rapport à ça, quelles sont les attentes aujourd'hui en 2024 ?
Par exemple, moi je parle par rapport à la question des soins au niveau des cliniques privées. Voilà, il faut avoir les recommandations pour réglementer l'accès aux soins. Ça, c'est un élément essentiel. Par rapport pourquoi il y avait une flambée des prix par rapport aux huiles de table, parce qu'il y a un problème dans la production. Donc le gouvernement devrait investir et devrait encourager l'investissement dans la production des huiles de table ici au Maroc. La même chose pour les hydrocarbures, la même chose pour la question du raffinage. Il y a plein de dossiers que le Conseil, par exemple pour le livre scolaire, par rapport aux assurances aussi, il y a un avis du Conseil par rapport aux questions, aux compagnies d'assurance. Donc il y a pas mal d'avis, mais aujourd'hui, il faut avoir une troisième vitesse pour y aller au-delà de l'exécutif. Et un élément aussi moi, que j'aimerais bien avoir dans les prochains rapports et les prochains avis, que le Conseil n'arrête pas sur les chiffres. Parce que parfois, par exemple, je donne un petit exemple. Lorsqu'on parle, par exemple, des pratiques anticoncurrentielles dans la vie par rapport aux questions des sociétés pétrolières, il dit que le premier opérateur, il arrive à peine à avoir 0,07 centimes par litre de marge bénéficiaire, alors que si lui, le premier opérateur, il a plus de 20% de la part de marché, alors que le cinquième ou bien le sixième opérateur, il arrive à avoir une marge bénéficiaire de 1,5 %. Chose économiquement parlant qui n'est pas cohérente. Donc il y a quelque chose. Le Conseil, il s'est arrêté à cette synthèse-là, mais il n'a pas expliqué par exemple, on peut dire que le premier opérateur, il fait quelque chose pour minimiser... On va donner l'occasion pour répondre à la question. Mais, voilà, donc Abou-el-Aziz de répondre à cette question. Mais moi je pense avec une troisième vitesse du Conseil de concurrence, moi je pense qu'on va avoir de l'attractivité pour les investissements étrangers et surtout pour les investisseurs marocains pour créer de la richesse et surtout les postes d'emploi qu'on manque énormément au Maroc. Absolument. Allez donc encore plus loin. Monsieur Abou-el-Aziz, pouvez-vous rebondir sur les propos oui, avec plaisir. de Monsieur Jedri au niveau des prix, justement. Pourquoi y a-t-il cette différence entre ces deux marges 1,5 dirham et 0,07, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, parlons de cette question d'avis que rend le Conseil de la concurrence. C'est une occasion d'éclaircir le travail important que fait le Conseil à ce niveau-là et son utilité. Les autorités de la concurrence de par le monde, et le Conseil ne fait pas l'exception en la matière, évoluent généralement sur deux béquilles, sur deux pieds, on va dire. D'un côté, le pouvoir décisionnel, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le pouvoir de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et les concentrations économiques lorsqu'elles ne sont pas notifiées. Et un deuxième volet très important, qui est celui des avis ou du plaidoyer en faveur de la concurrence. Tout à fait. Le plaidoyer, c'est un concept très très large qui va de la sensibilisation au partage d'informations. Et un des volets de ce plaidoyer, c'est celui des avis. Celui des avis qui, pour le Conseil, est non moins important, si ce n'est aussi important que celui des sanctions. Pourquoi ? Parce que si pour les sanctions et le pouvoir décisionnel, on va agir sur les comportements de certaines entreprises, les avis nous permettent d'agir sur le secteur dans sa globalité. Tout à fait. Avec sa législation, sa réglementation, sa gouvernance et sa régulation. Donc, ça permet d'améliorer la concurrence au niveau des conditions de son exercice et non seulement au niveau exactement des comportements. Surtout qu'au Maroc, on a observé, et vous le savez, la loi sur la concurrence, elle est récente par rapport aux autres lois qui régissent les différents secteurs et branches d'activité. Souvent, ce sont des textes qui datent des années 70 et 80, alors que la loi sur la concurrence est toute récente. Oui. Et donc, souvent, on est face à des secteurs où les problèmes de concurrence, ils sont là parce qu'on a des textes qui sont inadaptés, des procédures qui installent des barrières injustifiées, qui peut-être dans un temps étaient justifiées, mais qui ne le sont plus. D'où l'importance de cette réglementation. Exactement. Justement. Et donc les avis sont très très importants, permettent d'attirer l'attention du gouvernement à sa demande parfois. Le plus souvent, c'est lui qui demande notre avis sur ces questions-là, parfois à la demande du Parlement aussi, qui nous adresse des demandes d'avis, et de pouvoir agir sur cette réglementation sous l'angle de la concurrence et d'apporter les améliorations nécessaires. Deuxièmement, ça permet aussi d'attirer l'attention des opérateurs sur certaines pratiques installées dans le secteur, considérées comme étant normales, mais qui aujourd'hui constituent véritablement des pratiques anticoncurrentielles. Et donc, pour nous, c'est une manière d'aller progressivement. On ne va pas descendre avec des sanctions dès le premier coup. On attire l'attention
et on dit aux gens, voilà, venez, on corrige ces comportements, comme ce qu'on a fait par exemple sur la surfacturation. Si les choses marchent, on n'a pas besoin d'aller vers du contentieux. Si les choses marchent pas, dans ce cas, on peut aller vers la procédure. On va plus loin, oui. Donc les avis permettent véritablement de changer les choses, que ce soit auprès des pouvoirs publics ou auprès des opérateurs, d'une manière douce, consensuelle et rapide. Donc, ce sont des éléments très importants. Pour revenir à la question pertinente de professeur Jedri, sur l'avis qu'on a rendu sur les hydrocarbures n'a pas dérogé en fait à la règle. On a constaté qu'il y a de véritables problèmes de procédure, de loi, de réglementation à actualiser. Et nous avons fait la demande, conformément à la loi, d'avoir quels sont les développements ou les réalisations en la matière. Sur les chiffres, l'avantage des avis rendus par le Conseil de la concurrence, d'abord, c'est que ce sont des chiffres vérifiés et exacts. Tout à fait. Parce que ce n'est pas des chiffres que nous inventons. Bien au contraire, nous avons différentes sources d'informations. Les opérateurs concernés d'abord nous donnent les chiffres et ils sont obligés de le donner, sinon des amendes leur sont infligées, des astreintes journalières. Après, on va faire des recoupements avec d'autres sources d'informations, comme l'administration fiscale, l'administration des douanes, que je remercie au passage d'ailleurs pour leur franche coopération. Et tout ça va nous permettre de constituer une idée véritable sur les chiffres, sur les bénéfices, sur les coûts. La question qu'a évoquée le professeur concerne la question de la rentabilité financière. Si on est premier sur un marché, ça ne veut pas dire qu'on est le plus rentable sur le plan financier. Ça dépend de ce que vous faites de l'argent qui y rentre. Si vous réinvestissez, ce n'est pas comme celui qui va faire du bénéfice et avoir une marge qui est franche, qu'il va utiliser à bon escient. Donc c'est ce qui explique un peu cette différence. La rentabilité financière n'est pas synonyme d'être premier sur le marché. On peut être premier, mais pas réaliser un taux de rentabilité financière. Quand je parle de rentabilité financière, ça veut dire chaque dirham que vous mettez, combien il vaut faire entrer dans votre poche. Voilà un peu l'explication. Sinon, les chiffres, ils sont vérifiés, exacts et ils sont fiables à 100%. Bien évidemment, des chiffres fiables à 100% et transparents aussi. Une transparence dans les procédures. Monsieur Jedri, quelles mesures aujourd'hui peuvent aider en tout cas les citoyens face à l'inflation aujourd'hui? Quelles mesures qui pourraient être prises par le Conseil de concurrence? Tout à l'heure, on parlait beaucoup des prix, notamment l'exemple des prix des huiles. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui par le Conseil d'un point de vue économique, selon vous, en tant qu'économiste? Quelles mesures peuvent être aujourd'hui adoptées pour aider les citoyens face à cette inflation aujourd'hui grandissante et pour augmenter les pouvoirs d'achat, justement? Pour répondre à cette question très très pertinente que les Marocains ont beaucoup souffert ces 2 dernières années, on parle de l'inflation, parce qu'on a cohabité avec un taux d'inflation de 1% à 2% pendant plus que 25 ans. Et tout d'un coup, on est à 6%, même pour les produits alimentaires, on est à 14%, même à 20%. Jusqu'à 18%. Donc l'impact il est très négatif par rapport au pouvoir d'achat, surtout pour les familles défavorisées et aussi par rapport à la classe moyenne. Moi, je pense qu'il y a 2 portes d'entrée. Il y a le premier angle, c'est à travers, il faut subventionner, il faut aider les familles défavorisées, ce qu'on est en train de faire avec le gouvernement à travers l'allocation familiale. C'est un élément essentiel qui va coûter les 25 milliards jusqu'aux 29 milliards de dirhams d'ici 2026. C'est un élément essentiel parce que les gens ils ne peuvent pas acheter des produits et des services avec leurs revenus. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément avec lequel, surtout que le Conseil de concurrence est avec nous, l'essentiel, c'est que dans le marché, lorsqu'on va vendre un produit, une matière ou bien un service, qu'il n'y a pas de monopole et qu'il n'y a pas de pratiques anticoncurrentielles. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en tout cas. Ce qui est essentiel. Par exemple, pour le cas des produits pétroliers, ou bien pour les produits d'assurance, ou bien pour les banques, ou bien pour pas mal d'éléments, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une concurrence assez libre. Ça, c'est le premier élément. Et le troisième élément qui est aussi essentiel, c'est l'accès pour produire et pour faire pas mal de choses. Aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, excusez-moi de vous interrompre, par une concurrence assez libre? C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on parle d'une concurrence assez libre, c'est que n'importe quel investisseur, ils peuvent rentrer au marché.
Ce n'est pas le cas pour jusqu'aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple des hydrocarbures. Pour entrer au marché d'hydrocarbures, il faut avoir au minimum 30 stations d'essence, avec une dérogation d'avoir des stations la première année. Mais ce n'est pas n'importe quel investisseur qui a le capital énorme pour investir. Déjà, c'est une barrière en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas monsieur tout le monde qui va entrer dans le marché. C'est pour ça que le Conseil de concurrence, il dit qu'il faut revoir la réglementation pour demain après-demain, n'importe quelle entreprise pour entrer. La même chose, par exemple, aujourd'hui, on prend un petit exemple dans les taxis. Moi, si je veux aujourd'hui, avec une entreprise, acheter des véhicules et entrer dans le marché, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la question des agréments. Donc, il faut avoir les agréments en premier lieu et par la suite, il faut investir dans le marché. Et il y a pas mal de marchés qui y a des barrières soit à l'entrée, soit des barrières liées à l'investissement. Au début, vous parliez d'une barrière du prix. Là, vous parlez d'une barrière au niveau des procédures. Exactement. La même chose aussi par rapport aux autorisations. Aujourd'hui, avec la numérisation de l'administration, pas mal. Aujourd'hui, il y a les investisseurs qui viennent ici au Maroc et qui demandent une autorisation. Vu qu'il n'y a pas de délai, ils peuvent attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois pour avoir. À un moment donné, il va prendre son capital et il va y aller. Donc, le Conseil de concurrence, à travers ses avis, à travers ses rapports, il publie pas mal de recommandations que normalement, l'exécutif devrait prendre en considération pour avoir une concurrence. On ne va jamais avoir une concurrence pure et parfaite. Ça, ce n'est que dans l'économie théorique. On peut essayer, n'est-ce pas, monsieur Aboulaziz? Un seuil assez un petit peu augmenté d'une concurrence assez libre. C'est pour ça que je me suis dit une concurrence assez libre et non pas une concurrence libre. Parce que le libre, c'est l'idéal qu'on ne va jamais avoir. Même aux États-Unis, au Canada, en France, on n'est jamais dans une concurrence à 100% libre. Voilà. Très bien. Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui, monsieur Aboulaziz, concernant justement cette réglementation et l'évolution du droit de la concurrence dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis monsieur Jedri qui vient d'en parler également? Par rapport à cette question d'inflation toujours, donc le monde aujourd'hui... L'inflation, mais également le droit de la concurrence au niveau général. Il a parlé des procédures, d'une barrière au niveau des prix, oui. Donc une réglementation qui doit se faire. Et vous-même, vous avez parlé d'une réglementation qui doit se faire en début d'émission et en milieu d'émission. Et vous avez dit que le Conseil s'est adapté également en fonction des évolutions de situation, des décrets, des lois en tout cas qui n'existent que depuis quelques années et qui continuent à s'adapter au marché. Donc aujourd'hui, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est d'avoir les conditions de l'exercice d'une activité commerciale partout dans les marchés concernés qui soient libres et loyales. C'est ça les conditions. En fait, le défi, c'est ça l'objectif final. C'est que nos marchés demeurent ouverts à la concurrence, que toute entreprise, que tout investisseur puisse entrer dans un marché sans obstacles et sans barrières injustifiées. Justement, comment le droit de la concurrence peut évoluer dans ce sens aujourd'hui au Maroc? Très bien. Alors, d'abord, en faisant évoluer les réglementations et les législations qui régissent ce marché. Et c'est le travail que nous faisons à travers les avis et les recommandations que nous faisons. Actuellement, par exemple, nous travaillons sur pas moins de 6 secteurs qui concernent le citoyen dans son quotidien. Et il y a des avis qui sont programmés pour cette année 2024, un projet d'avis et de recommandation sur le secteur de l'électricité. Là, on va présenter un modèle d'ensemble qui va permettre, vous savez, l'électricité constitue un enjeu majeur aujourd'hui, aussi bien pour les citoyens que pour notre industrie. Donc nous allons travailler sur ce domaine-là, justement pour faire avancer la réglementation, la législation aussi dans ce domaine, qui a besoin d'être revue et afin d'ouvrir davantage le marché à plus de concurrence. Quand on dit plus de concurrence, on dit d'abord la disponibilité du produit et la sécurisation de l'approvisionnement pour tous les marchés. C'est d'abord sécuriser l'approvisionnement. Ensuite, la diversité dans l'offre et en troisième lieu, la qualité améliorée et les prix qui correspondent à ce jeu de la concurrence et non pas des prix qui sont le fruit d'entente. Voilà un peu l'enjeu sur lequel nous voulons travailler. D'autres secteurs sur lesquels nous allons travailler et qui concernent de près la vie quotidienne des citoyens, c'est la distribution des produits alimentaires. Ça aussi, ça va faire l'objet de recommandations du Conseil de la concurrence durant cette année. L'aliment de bétail, ça a un impact direct sur les viandes rouges et blanches que consomment nos concitoyens marocains. Le marché des fruits et légumes. Et donc, vous voyez, sur tous ces secteurs-là,
le Conseil va faire le même travail d'analyse, de diagnostic et sortir avec des recommandations qui vont permettre d'améliorer les circuits, d'améliorer l'entrée dans ces marchés et de permettre à plus d'investisseurs d'entrer sur le marché, de pouvoir offrir leurs produits et de pouvoir se livrer une rivalité avec les autres. Et c'est cette rivalité qui va nous donner les meilleurs produits, la sécurité d'approvisionnement et la qualité améliorée. Ce sont les chantiers prioritaires aujourd'hui. Exactement, vous avez parlé de défis. Donc il s'agit pour nous d'améliorer les choses sur tous ces secteurs-là. Nous en avons déjà passé plus d'une dizaine jusqu'à aujourd'hui. Et après, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va passer à autre chose. Donc, on va pouvoir peut-être procéder par des autosaisines, pourquoi pas du contentieux lorsqu'il le faut. Donc, des autosaisines qui peuvent aboutir à du contentieux si on trouve qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles et ce sont sur des ces marchés-là. procédures qui peuvent prendre du temps, plus de temps ou Alors, ce sont des procédures qui sont bien encadrées par la loi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il y a pratique anticoncurrentielle, soit par le biais d'une saisine ou d'une autosaisine, c'est une instruction et une enquête qui est ouverte et c'est une procédure qui est bien encadrée dans le temps par la loi et qui va suivre un cheminement légal bien défini. Très bien, Monsieur Jedri. Comment le droit de la concurrence, pour rester toujours dans ce droit de la concurrence, peut-il aujourd'hui s'adapter à la mondialisation et à l'essor du numérique? Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, on devrait s'adapter à la numérisation de pas mal de projets. Par exemple, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'une monnaie virtuelle, on parle aussi de pas mal d'éléments, mais on n'a pas la réglementation nécessaire. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on travaille sur le droit de la consommation, mais ce qui fait défaut ici au Maroc, c'est la question de la sensibilisation, parce que pas mal de citoyens ils n'arrivent pas à comprendre déjà leurs droits. Ils n'arrivent pas même à réclamer auprès des entreprises, auprès des institutions publiques, auprès de pas mal d'éléments. Parce que, moi je donne un petit exemple, une institution, bien un établissement public, il ne va jamais s'améliorer s'il n'y a pas de réclamation. Donc moi je pense que aussi c'est le devoir des citoyens de réclamer, d'être sensibilisés, d'avoir leurs droits pour que par la suite il y aura. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je pense qu'il y a pas mal de citoyens qui n'arrivent pas à aboutir dans leur élément. Et aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, pour aussi régler pas mal d'éléments, surtout par rapport à la corruption, je parle de la petite corruption, pour aussi faciliter l'octroi des documents administratifs, si on arrive à avoir des délais aussi, en lien avec le droit de consommation, moi je pense que aussi ça va aboutir à l'amélioration de la vie des citoyens. Par exemple, pour avoir un certificat de résidence, c'est un délai de 24 heures. Pour avoir un acte de naissance, c'est un délai de 48 heures. Donc même la personne en face, elle ne va pas abuser avec son pouvoir. Et ça, ce sont des éléments qu'on devrait avoir dans le droit de la consommation, mais ça passe essentiellement par l'éducation, par la sensibilisation et aussi au travail des associations de consommation qui devraient aussi faire leur travail avec les citoyens marocains. On revient donc à cette coordination entre les acteurs, en tout cas. Mais bien sûr, entre le gouvernement, le Parlement, les institutions constitutionnelles, la société civile, les partis politiques, les citoyens, les médias aussi, c'est essentiel. Justement, quel est le rôle des médias aujourd'hui, Monsieur Aboulaziz ? En matière de droit de la concurrence. Pourquoi c'est important, ce partenariat entre les médias et le Conseil ? Oui, c'est une question très très importante en ce qui concerne l'application du droit de la concurrence. Parce que l'application de ce droit n'est pas uniquement l'affaire du Conseil de la concurrence. Et c'est pour cela que le Conseil s'est engagé depuis quelques années maintenant à créer un écosystème dont a parlé professeur Jedri. C'est un écosystème de la concurrence autour du Conseil, organisé autour du Conseil de la concurrence, parce que pour que son action puisse être effective et efficiente, le Conseil, et comme toute autorité de la concurrence d'ailleurs, on s'est inspiré en cela de ce qui se fait au niveau des standards internationaux, a besoin de constituer autour de lui un écosystème institutionnel qui lui permet d'être plus efficace en matière d'application du droit de la concurrence. Je commence d'abord par la justice qui est un partenaire de choix. Et j'arrive aux médias dont vous venez de parler, c'est juste pour les placer dans le contexte. Donc la justice, les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours devant la justice et donc il est tout à fait normal que le Conseil travaille main dans la main avec la justice pour améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la loi pour les investisseurs, pour que
on ait une lecture harmonisée de la loi. Ça renforce la sécurité juridique des investisseurs. Vous avez les administrations et les institutions qui nous fournissent les données pour qu'on puisse procéder à nos instructions. Vous avez les autres autorités de la concurrence partenaires avec lesquelles nous collaborons lorsqu'il s'agit d'opérations de concentration internationale. Nous avons besoin de recueillir des informations à l'international. Et puis, vous avez les médias qui sont des partenaires de premier rang du Conseil de la concurrence en matière d'application des règles de la concurrence. D'abord, dans l'effort de sensibilisation qui doit être fait auprès des citoyens, auprès des administrations publiques et des opérateurs publics et auprès des entreprises, pour les sensibiliser à l'importance du droit de la concurrence, pour les sensibiliser aux bienfaits de la concurrence. Parce que la concurrence est bonne non pas uniquement pour les citoyens, mais d'abord pour les entreprises. Parce que ça les pousse vers plus de créativité, vers plus d'innovation, à améliorer continuellement leur process de production, au lieu d'aller vers des pratiques anticoncurrentielles comme les ententes qui créent des situations de rente. Et donc surtout pour un pays comme le Maroc, le fait que les entreprises s'inscrivent volontairement dans le respect des droits de la concurrence, ça les pousse à être plus compétitifs et donc à faire face aussi bien à la concurrence interne qu'à l'international. Et les médias ont un rôle fondamental à jouer dans ce sens. Deuxième chose, les médias sont une source inépuisable d'informations pour le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence peut fonder certaines saisines contentieuses sur les articles, sur les publications, toute publication, tout type de publication qui sont faites par les médias. Ça peut attirer l'attention. C'est les investigations dont vous parlez tout à l'heure. Exactement. Qui ne sont pas commanditées. Tout à fait. Le Conseil, comme toute autorité de la concurrence, a une structure de veille qui scrute le marché, qui suit ce qui se dit. Et donc, lorsqu'il y a des choses qui méritent qu'on aille investiguer dedans ou faire des recherches dedans, donc c'est une source d'information et d'investigation pour le Conseil. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément que présentent les médias pour le Conseil de la concurrence, c'est cet effort d'explication de la loi et surtout auprès des partenaires juridiques. Surtout auprès de nos partenaires juridiques, les médias sont un relais de premier choix pour les autorités de la concurrence, justement pour expliquer la loi, pour expliquer les risques que les entreprises peuvent encourir si elles violent les règles de la loi, et donc elles leur évitent d'aller vers des pratiques anticoncurrentielles, parfois par méconnaissance de la loi. On en vient à ce rôle de sensibilisation dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Jdri. D'ailleurs, je continue avec vous, Monsieur Jdri, ce droit de la concurrence, comment il peut être utilisé pour promouvoir les pratiques durables ? Ah, mais bien sûr, moi je pense qu'aujourd'hui, si le Conseil de concurrence il travaille en lien avec les parties prenantes, si on a aussi un droit de consommateur qui travaille sur pas mal d'éléments, demain, après-demain, il y aura par exemple des citoyens marocains qui vont demander d'avoir des matières vertes, d'avoir une industrie verte, durable, pérenne, etc. Donc c'est à travers ce droit de la consommation qu'on va sensibiliser et mobiliser aussi les opérateurs, parce que demain, après-demain, ils vont voir que leurs marchandises, leurs produits, ils ne vont pas aboutir in fine à une clientèle. Donc si on arrive, par exemple, à dire à un consommateur, par exemple, de travailler et de commander quelque chose, il va voir, c'est comme le cas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, pour la question de l'industrie d'automobile, on a deux lignes de production, une ligne d'automobile normale et une ligne d'automobile électrique, parce qu'on a senti qu'il y a un besoin au niveau de l'Union européenne, notre principal client, qu'on ne peut pas avoir. Donc c'est à travers la consommation, c'est à travers le droit de consommation qu'on va évoluer. Et surtout au Maroc, on a de grands problèmes majeurs, à savoir l'eau et l'énergie. Donc voilà, c'est tout à fait logique, tout à fait normal que le consommateur doit agir d'une manière pour sauvegarder les ressources qu'on a ici au Maroc. Moi, je pense que l'exemple le plus flagrant avec lequel on parle, c'est la question de l'Office chérifien de phosphate, qu'aujourd'hui, il a un projet d'investissement colossal à la hauteur de 15 milliards de dollars pour avoir, aujourd'hui, on parle du phosphate vert. Du phosphate vert, on parle des engrais, on parle en tout cas plusieurs choses. L'écosystème qui est vert. Plusieurs projets justement en phase avec cette transition énergétique mondiale qui va arriver très rapidement.
Donc, j'aimerais vous relancer, Monsieur Abdelaziz. Toujours pas sur la transition numérique, mais cette fois-ci la transition technologique. Comment l'outil technologique peut être utilisé aujourd'hui par le Conseil pour accélérer en tout cas certaines procédures et faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui, peut-être même utiliser l'intelligence artificielle. Comment vous utilisez cet outil aujourd'hui qui est la technologie dans vos procédures? Très bien. Alors, sur la question, si vous me le permettez, du développement durable, oui. parce qu'elle est au centre des préoccupations du Conseil de la concurrence, si vous me permettez de dire quelques mots. Le Conseil de la concurrence a organisé, fin de l'année dernière, une conférence sur cette thématique-là. Parce que c'est très important et c'est une question qui préoccupe toutes les autorités de la concurrence aujourd'hui. Comment intégrer le développement durable dans l'analyse qu'ils font des cas relatifs à la concurrence, que ce soit les pratiques anticoncurrentielles ou les concentrations. Et là, des lignes directrices ont été publiées par certains pays. Je citerai par exemple l'Angleterre, la Grèce, la Hollande, qui, à travers ces lignes directrices, les autorités de la concurrence vont pouvoir intégrer dans leur analyse des cas de pratiques anticoncurrentielles ou de concentration les exigences de développement durable. C'est-à-dire jusqu'à quel point nous pouvons admettre une atteinte à la concurrence. Par exemple, si on prend une concentration économique, est-ce qu'on peut l'autoriser, même si elle a des effets minimes sur la concurrence, est-ce qu'on peut l'autoriser parce qu'elle a des effets majeurs sur le développement durable, parce qu'elle est verte par exemple ou parce qu'elle apporte un surplus en termes de durabilité. C'est une réflexion très profonde et le Conseil qui est entamé sur ce sujet-là, et le Conseil est en train de préparer des lignes directrices justement sur ça. Donc il n'y a toujours pas de conclusion pour le moment? Non, on a présenté déjà des conclusions au niveau du colloque et c'est sur la base de ces conclusions que le Conseil va présenter des lignes directrices qu'on va publier aux entreprises, à l'intention des entreprises, pour leur dire voilà comment nous allons intégrer le développement durable dans l'analyse que nous allons faire des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations dans le futur. Donc c'est quelque chose qui est pris en considération. Deuxième défi qui est posé par le Conseil, c'est ce que vous venez d'évoquer à juste titre, la transition numérique. La numérisation de l'économie pose aussi un défi majeur pour les autorités de la concurrence. Nous avons vu que l'Union européenne, il y a quelque temps, vient d'adopter le Digital Market Act, c'est-à-dire un texte qui va réglementer tout ce qui est concurrence au niveau des marchés numériques. Parce qu'il y a des enjeux majeurs sur ce volet-là. Si on prend par exemple les concentrations économiques, on constate que les exigences de notification de chiffre d'affaires ne sont plus adaptées aujourd'hui pour pouvoir contrôler ces opérations. Je vais vous demander d'être très concis parce qu'il ne nous reste plus de temps. On arrive déjà au terme de cette émission. D'accord. Et donc, si vous pouvez très rapidement conclure sur ce point. En tout cas, c'est une préoccupation des autorités de la concurrence. Le Conseil a organisé l'année dernière, l'année d'avant aussi une conférence sur ça. Il va aussi publier les résultats de cette conférence incessamment. Et nous comptons, nous travaillons pour intégrer tout ce qui est numérique et intelligence artificielle dans l'examen des pratiques anticoncurrentielles, particulièrement en ce qui concerne les marchés publics. L'intelligence artificielle qui ouvre donc un potentiel important. Dernier mot, très rapidement, moins d'une trentaine de secondes. J'aimerais bien saluer le travail du Conseil de concurrence et surtout deux points qu'on n'a pas abordés, surtout par rapport aux taxes des factures que les gens ont bénéficié à partir du 1er janvier. Ça renforce la confiance, ça renforce la crédibilité envers le Conseil de la concurrence. Et le deuxième élément, moi je pense que d'ici, à partir de janvier 2025, pas mal d'entreprises de petite taille à la hauteur de 2 millions de dirhams, ils vont aussi être éligibles à la question des délais de paiement qui va renforcer pas mal, parce qu'il y a pas mal d'entreprises marocaines qui vont à la faillite à cause de non-paiement par rapport à leurs fournisseurs. Merci. Ce sont deux éléments essentiels mis par merci à vous, Monsieur Mohamed Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste et merci à vous également, Monsieur Mohamed Abdelaziz. Vous êtes secrétaire général du Conseil de la concurrence. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Voilà.